quel type d'énergie je cherche pour le collaborateur, quelles sont les valeurs que j'ai, moi, les valeurs de l'entreprise auxquelles il est fondamental que la personne adhère. Une des premières choses qu'il faut comprendre quand on délègue à quelqu'un, c'est vraiment on n'est pas en train de se débarrasser d'une tâche, mais on est en train de collaborer sur une tâche. C'est un challenge, je trouve, quand on a une équipe. C'est certes plus de ressources pour pouvoir produire des projets, lancer des nouvelles choses, se libérer du temps, mais c'est aussi, si on n'a pas les bonnes personnes aux bonnes places, plus de charge mentale. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! Alors dans ce nouvel épisode, avec Mélanie et Thierry, j'aimerais qu'on reparle d'équipe, parce que l'équipe, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, c'est un pilier clé pour la liberté de l'entrepreneur. Les piliers, l'équipe, ça va de pair avec les systèmes, avec les process. Et puis c'est aussi un élément clé très clairement pour la croissance de son entreprise, cette liberté de l'entrepreneur grâce notamment aux équipes. Mais aussi quand on parle d'équipe, il y a des trucs, on a l'impression que on se dit c'est chouette et en même temps il y a un tas de challenges qui va avec. Il y a de l'humain et l'humain, on sait ce que c'est, ça ne se passe jamais, soyons honnêtes, comme on l'a prévu. C'est à la fois la magie, la beauté et la complexité d'avoir une équipe. Donc l'idée de cette discussion ensemble, ça va pas être de décourager les entrepreneurs à s'entourer, parce que c'est important, que ce soit pour la croissance ou pour leur liberté d'entrepreneur, au contraire. Et donc l'idée de cet épisode, ça va être d'éclairer à la fois sur les challenges d'avoir une équipe, mais aussi, une fois qu'on a identifié les challenges, c'est de pouvoir discuter ensemble de comment on peut avancer. Comment, on sait que ce challenge peut arriver, ou il arrive même en ce moment, c'est comment on peut avancer dans le fait d'avoir une entreprise avec une équipe, qu'elle soit grande ou petite, qui dépote, avec laquelle on prend énormément de plaisir. Mélanie, est-ce que tu es OP pour démarrer ? Ton point de vue là-dessus? Allez, on y va. Moi, je pense qu'une des premières choses qu'il faut comprendre quand on délègue à quelqu'un, c'est vraiment qu'on n'est pas en train de se débarrasser d'une tâche, mais on est en train de collaborer sur une tâche. Et ça, très souvent, comme on est un peu dans le too much et que du coup, on va commencer à déléguer parce que justement, on a besoin de se décharger, on peut avoir tendance à partager à l'autre d'une manière, en fait, comme si on se débarrassait de quelque chose. Et je pense que c'est hyper important d'y faire attention parce que du coup, la personne le reçoit justement de cette manière-là. Et c'est très inconfortable de le recevoir comme voilà. Alors qu'en fait, quand on se dit, OK, je vais collaborer, c'est en fait, je suis au service autant que la personne est au service de mon entreprise. Et donc, du coup, on est tous les deux au service de l'entreprise pour qu'elle grandisse. Ça change le mindset pour pouvoir donner la tâche à ses équipes. Et du coup, ça change complètement la dynamique déjà avec les équipes. Donc, je pense aussi que c'est important de se remettre en cause soi quand il y a un problème d'équipe et de se dire peut-être que j'ai pas partagé de la bonne façon à mes équipes. Donc, pour moi, ça, c'est une des premières choses. Je vais tout de suite rebondir sur quelque chose de visuel qui vient de se passer. Alors si vous regardez sur YouTube, vous l'avez peut-être vu dans ce que Mélanie a partagé. Si vous êtes en audio, je vais vous l'expliquer. C'est qu'effectivement, se débarrasser versus collaborer, quand tu as dit se débarrasser, tu as mis tes mains devant et tu as poussé face à la caméra. Et ça, moi, je le vois tellement dans les masterminds, où quand on parle d'équipe, de recrutement, c'est genre, alors soit je pousse devant, soit je pousse sur le côté. Et même si dans la parole, on se dit oui, alors j'ai tout partagé à un tel et on pousse sur le côté ou devant, là, direct, je vais engager subtilement la conversation parce que je sais que dans son mindset, l'entrepreneur s'est débarrassé. Or, et après, dans ta communication, Mélanie, de collaborer, c'était beaucoup plus enveloppant, c'était beaucoup plus je propose, tu disposes, etc. Donc, faites attention lorsque vous pensez équipe, essayez d'analyser votre non-verbal parce qu'il y a de fortes chances que ça vous indique de quel côté vous êtes, se débarrasser des tâches, des projets ou collaborer, etc. Toi, Thierry, de ton côté? Ouais, moi je veux bien rebondir
Tu le disais en introduction qu'en fait, le gros enjeu, c'est l'humain, qui est à la fois, il y a de la magie là-dedans, il y a de la complexité aussi, mais il y a de l'effervescence, il y a de l'intelligence collective, enfin, il y a plein de vertus à ça. Et moi, ce que j'aime bien dire à mes coachés, c'est que, en fait, la différence entre une bonne et une mauvaise collaboration, elle se passe avant de commencer à collaborer. C'est-à-dire qu'en fait, elle se passe déjà dans l'intention qu'on met dans la collaboration, dans le collaborateur qu'on a envie de recruter. Alors, quand on dit recruter, ça peut être en freelance, hein, ça fonctionne très bien, mais c'est déjà d'être hyper au clair sur ses attentes. Et c'est marrant d'ailleurs qu'on parle de ce sujet-là, parce qu'on a beaucoup évoqué ça pendant le Mastermind Tour. On en parle aussi dans la prépa 67 parce que ce sont des gens qui généralement commencent à s'entourer d'une équipe ou qui en ont déjà et qui passent des steps supplémentaires. Puis dans le Mastermind 67, on en parle encore plus évidemment. Et voilà. Et pour moi, il y a vraiment un truc sur en amont, qu'est-ce que je cherche en fait. Et le qu'est-ce que je cherche, c'est quel type d'énergie je cherche pour le collaborateur, quelles sont les valeurs que j'ai, moi, les valeurs de l'entreprise auxquelles il est fondamental que la personne adhère. C'est aussi d'être hyper au clair sur notre vision et la partager. Et ça, on va le sentir pendant l'entretien de sélection. Quand on partage sa vision, si on voit que l'autre, il s'en fout complètement, probablement, ça va pas être la bonne personne. Si au contraire, ça l'excite pas mal, ok, on part sur des bonnes bases. Et même si la personne n'a pas 100% des compétences dont on a besoin pour la mission, en fait, si elle a l'énergie, l'envie, la détermination, elle va trouver les ressources. J'adore ce que tu partages. Ça fait pas mal de temps que je suis plus dans les recrutements chez Square, mais je me rappelle qu'à l'époque, j'aimais bien poser cette question justement pour identifier un alignement de vision. La question, c'est la suivante, c'est de se dire, allez, disons, Mélanie, tu postules chez Square, à nouveau, j'en sais rien, mais c'est genre dire, Mélanie, si on devait avoir cette même conversation dans un an, est-ce que tu pourrais me raconter ce qui s'est passé pour que tu sois satisfaite de la collaboration, etc. Ou comment tu t'imagines dans un an? Et en fait, si la personne te dit des choses qui ne vont pas avec la vision de l'entreprise, avec la vision que tu as aussi pour le développement du rôle, c'est un gros red flag. Parce que j'ai pu poser cette question et ne pas écouter ce red flag. Et effectivement, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, ce challenge justement d'engagement du collaborateur, etc., était beaucoup plus prégnant. Donc c'est un petit hack dont on peut te Et mettre c'est en... particulièrement vrai, enfin c'est vrai dans tous les cas, mais je pensais à un freelance. C'est-à-dire que souvent, quand on s'entoure de freelance, on a quand même besoin que ça soit une relation sur la durée. Alors à moins que ça soit pour une tâche ponctuelle, mais sinon on a envie quand même de capitaliser sur la durée parce que on prend du temps à apprendre à travailler ensemble, voilà, toute la phase d'onboarding dont on pourra reparler après d'ailleurs. Mais voilà, de monter en compétences dans l'écosystème du travail, etc. Voilà, on apprend à bien fonctionner ensemble. Et si on doit refaire ça tous les 4 matins parce qu'on change de freelance tous les 4 matins, c'est une perte de temps et d'énergie qui est colossale. Ouais. Et tu vois, ça c'est la question avec les freelances. Quand j'entends un freelance, parce que ça arrive souvent, je sais pas, je veux monter mon programme de formation. Je veux... en fait, c'est bien, et bravo pour toi, c'est parfait. Mais c'est pas chez Squared que tu vas t'épanouir là-dedans, en fait, parce que nous, on recherche pas ça non plus. Donc pour moi, c'est un red flag qui est déjà apparu que j'avais pas forcément écouté, mais qui aujourd'hui, en tout cas dans notre écosystème et dans notre industrie, est important à regarder. Ouais, et d'ailleurs dans les recrutements, enfin, moi je sais que quand je fais des recrutements, je me focalise vraiment sur les valeurs plus que finalement sur l'expérience de la personne, voilà, expertise en fait. Parce que parfois une personne va être moins bonne en expertise, mais elle a tellement envie, elle a tellement les mêmes valeurs que nous, qu'elle va apprendre très très rapidement. Parce que nous, on a déjà mis en place des choses, on a, voilà, donc du coup, elle va monter en compétences rapidement. Alors que quelqu'un qui a déjà les compétences, mais qui a pas du tout les valeurs, ça peut pas matcher en fait. C'est comme si on parlait pas la même langue et du coup, en fait, jamais on arrive à trouver l'équilibre et souvent, en général, c'est les pires investissements en recrutement qu'on peut faire. Ouais, on parle souvent des bonnes personnes aux bonnes places et les bonnes personnes sont liées à la fois aux valeurs qui doivent être très similaires à celles de la boîte et la compétence. Bon, maintenant chez Square, on veut aussi la compétence parce qu'on veut pas perdre de temps, mais la compétence ça paye aussi, hein, donc la seniorité, etc. Parce que ce qui est sûr, en tout cas, moi, c'est un challenge, je trouve, parce qu'on parlait aussi des challenges en intro. Quand on a une équipe, c'est certes plus de ressources pour pouvoir produire des projets, lancer des nouvelles choses, se libérer du temps, mais c'est aussi, si on n'a pas les bonnes personnes aux bonnes places, plus de charge mentale.
et ça, on le voit aussi avec nos membres, c'est du non négociable. Quand on est entrepreneur, quelqu'un avec qui on collabore, pour reprendre tes mots, Mélanie, c'est quelqu'un qui est là, au-delà des tâches à effectuer, pour nous enlever de la charge mentale, pour qu'on puisse se libérer et travailler sur la stratégie, travailler sur de nouveaux projets, etc. Moi, j'ai envie de revenir sur le point qu'on a abordé tout à l'heure, juste en démarrage, en survol, c'était la notion d'onboarding. Parce que pour moi, c'est vraiment un élément clé et c'est hyper important d'en prendre soin. Et là encore, c'est quelque chose pour lequel je vois que ça peut faire défaut, souvent. Et c'est hyper important parce que tu vois, c'est un peu comme dans n'importe quelle relation, on a une seule occasion de faire une bonne impression. On a une seule occasion de partir sur des bonnes bases. Et après, en fait, si c'est un peu bancal, souvent, c'est un peu dur de retourner la barre dans le bon sens. Et donc ça, encore une fois, c'est nous en tant que donneur d'ordre, enfin c'est l'entrepreneur ou son équipe qui doit s'assurer de donner tous les moyens en fait à la personne qui est en train de rejoindre la team pour bien travailler. C'est vraiment, en tant que donneur d'ordre, être hyper au clair, donner les moyens de bien travailler. Ouais, moi j'ai eu vraiment l'exemple avec un membre M67 récemment, où on discutait justement et il me disait: «Mais je comprends pas, j'arrive pas à garder mes équipes, ils sont pas motivés, ils sont pas là et cetera» et en fait, quand on a discuté ensemble, on s'est rendu compte qu'il faisait pas du tout d'onboarding en fait pour ses équipes. En gros, dès qu'il rentrait dans l'équipe, pouf, il fallait qu'il soit opérationnel et cetera et en fait, il a pris conscience qu'il faisait un super onboarding pour ses clients, aux petits oignons et cetera et là, il m'a dit: «Putain, mais en fait, je fais pas d'onboarding pour mes équipes, quoi et je chouchoute mes clients, mais je chouchoute absolument pas mes équipes, en fait» et cette prise de conscience-là a tout changé pour lui et du coup, il s'est mis à faire un onboarding de qualité et ça a changé ses relations avec toutes ses équipes, en fait. Ouais. C'est vrai que chouchouter, c'est pas que faire des massages. Non, je caricature, mais c'est... Non, on fait pas de massage chez Square. Non, Mais, non, ça sera scoop, mais non, on n'a pas eu de massage quand on est arrivé. mais c'est effectivement de l'onboarding, c'est montrer qu'on care. Voilà, c'est ça, un super Mais onboarding. c'est ça. L'offboarding aussi, d'ailleurs, on va pas en parler, on a déjà fait un épisode de podcast d'ailleurs là-dessus, mais c'est aussi important d'avoir un onboarding de qualité qu'un offboarding de qualité. Ouais, c'est simplement donner à la personne tout ce dont elle a besoin pour pouvoir monter en compétences rapidement, enfin, en tout cas, connaître l'environnement pour pouvoir justement utiliser toute son expertise au service de l'entreprise. Parce que si il passe son temps au départ à essayer de comprendre comment on fonctionne et pourquoi on fonctionne comme ça, et etc., en fait, il y a un décalage et c'est long, en fait, à se mettre en place. Alors que plus le onboarding, il est de qualité, et ça veut pas dire qu'il faut y passer énormément de temps avec la personne, ça peut être très bien, très structuré, au départ, avec toutes les informations qu'il faut lui donner pour qu'il comprenne tout, ce qui va lui permettre après de comprendre rapidement et de pouvoir se mettre au travail rapidement. Et d'ailleurs, je fais très très attention parce que j'ai beaucoup de personnes aussi qui me disent: «Oui, mais c'est logique, c'est du sens commun, je comprends pas comment il a pas pu comprendre ça». Mais en fait, la logique et le sens commun, ce n'est que dans notre tête. Il y a quand même un truc à comprendre, c'est que on a tous des personnalités différentes. Je sais pas si vous connaissez un peu le MBTI, où il y a 16 personnalités différentes sur la façon dont on gère l'information, dont on la reçoit, dont on la traite, etc. On a 16 personnalités différentes. Donc, on ne peut pas se dire c'est logique ou c'est du sens commun face à quelqu'un. Il faut toujours se dire justement, ce que je suis en train de lui dire, c'est absolument pas logique. Comment est-ce que je fais pour que justement la personne, elle comprenne ce que je suis en train de lui dire? C'est le fameux ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant quand même, quoi. C'est ça. Je cherchais cette expression, Thierry. Merci. Ah bah ouais, écoute, c'était cadeau. C'est cadeau. J'aimerais peut-être parler vraiment de les challenges. J'essaie vraiment de visiter les challenges qu'on peut connaître encore des fois chez Square, mais que j'ai beaucoup connu à l'époque où on n'avait pas cette équipe. C'est l'aspect déléguer à quelqu'un qui n'a pas soit le brain power ou la capacité ou la compétence des choses. Donc pour moi c'est abdiquer, hein, c'est se débarrasser, comme tu disais Mélanie, et je crois que c'est important de voir l'ensemble des tâches, des projets d'une entreprise de trois types. On peut appeler ça les trois types de délégation. Il y a des gens à qui on peut déléguer des tâches. La tâche, c'est ok, voici ce qui doit être fait, voici exactement les étapes pour le faire. Et ça, c'est le niveau 1, on va dire, de la délégation de tâches. Et après, il y a un autre niveau qui est au-dessus, qui est la délégation des responsabilités. C'est de se dire, voici le résultat final que je souhaite obtenir.
je te délègue la tâche et peu importe la façon dont tu vas te débrouiller pour le faire, il faut que tu arrives à ce résultat-là. Déjà, c'est une délégation qui est beaucoup plus importante. Mais des fois, on délègue des responsabilités à des gens qui ne sont en mesure, de par leur expérience, leur seniorité, leurs compétences, de simplement pouvoir effectuer des tâches. Et là, je vois beaucoup d'entrepreneurs justement qui sont hyper frustrés. Parce que, et pour moi, ça c'est abdiqué. De ne pas avoir compris ça, c'est abdiqué. Puis après, il y a le summum. Finalement, c'est la délégation des décisions. On n'est même plus là en train de se dire, voici le résultat qu'on souhaite obtenir, c'est t'as tes KPI, t'as ton tableau des scores, on en a parlé dans le précédent épisode, t'as des objectifs. Ben voilà, s'il y a un projet qui doit être fait, tu as la décision de le lancer. Et là, il faut vraiment un niveau de seniorité important. On parle ici voilà, d'intégrateur, de CEO, de direction peut-être des pôles marketing, etc. Donc c'est bien, c'est important de comprendre ça, tâche, responsabilité, délégation, pour pas être frustré. Ouais, et moi je vois souvent soit l'un soit l'autre. C'est-à-dire que soit ils commencent à faire du micromanagement sur des gens qui devraient avoir des responsabilités et du coup la personne elle se sent complètement maternée et ça la saoule parce qu'elle peut pas justement amener sa créativité et donc du coup ça crée un conflit. Et à l'inverse, quelqu'un qui justement on va dire à un niveau 1, au niveau voilà, je te donne une tâche, etc. Et on attend d'elle qu'elle prenne des responsabilités, alors qu'en fait, elle n'est pas en capacité. Et donc, du coup, c'est en général ces deux trucs-là qui font que, en fait, soit tu donnes trop de responsabilités à quelqu'un qui ne devrait pas en avoir, soit tu donnes pas assez de responsabilités à quelqu'un d'autre et tu fais du micromanagement et du coup, c'est insupportable pour elle. Et tu vas avoir l'impression qu'elle fout rien et que, en gros, elle attend juste que tu lui dises quoi faire, mais c'est parce qu'en fait, tu lui donnes pas la liberté de faire les choses. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et justement à bien définir la responsabilité que tu attends de la personne. Est-ce que justement tu veux checker chaque point, voilà, ou si tu veux que la personne elle prenne une responsabilité, il faut lui dire et il faut lui dire quelle responsabilité tu attends d'elle. Et comment vous voyez ce shift justement quand un entrepreneur, un CEO met le doigt sur, je sais pas, je lâche pas prise, je micromanage, etc. Comment il s'opère le shift? Comment vous voyez ça? Moi, principalement, c'est justement déjà d'en prendre conscience, en fait, qu'il est en train de micromanager la personne et ensuite, c'est justement de lui dire: «OK, fais un test pendant un mois et simplement tu lui donnes une responsabilité, tu lui mets un KPI justement et tu le laisses gérer». Parce que souvent aussi, on voudrait que la personne, elle fasse comme nous et donc dès qu'elle apporte quelque chose de différent, on se dit: «Ah bah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire». Alors qu'en fait, ça se trouve, cette façon-là, elle est différente, mais elle est peut-être mieux, finalement, elle aura peut-être plus de résultats. C'est simplement qu'elle est différente. Et d'accepter aussi que la différence, des fois, faire différemment, ça peut être mieux pour ton entreprise. Et donc ça, voilà, moi je leur dis, mais teste en fait, vois ce qui se passe, parce que ça se trouve, elle va t'étonner la personne. Et souvent, c'est comme ça qu'elle arrive à lâcher. Et après, une fois qu'il y a eu un premier test et que ça se passe bien, après, ça roule et c'est ancré. En résumé, c'est la clarté du cadre et communiquer le cadre. Et ça, pour moi, ça amène sur le point qui est après, qui est autour de la qualité de la relation. En fait, pour moi, tout se joue là, parce que quand on parle d'humain, on parle de relation entre des gens. Et je trouve que c'est hyper important de toujours garder la discussion ouverte. C'est-à-dire d'être vraiment là, capable, à l'écoute, d'accueillir ce qui se passe pour le collaborateur, pour pouvoir s'ajuster. C'est-à-dire que s'il y a une incompréhension, c'est pas grave, c'est pas pour autant que la relation doit s'arrêter, la collaboration ou autre, ou que c'est une mauvaise personne. C'est parfois simplement les choses n'ont pas été dites. Et ça, moi, je pense souvent à Jacques Salomé quand je pense à ça. Jacques Salomé, qui est un thérapeute très connu, alors surtout dans le monde de la thérapie de couple. Je pense qu'il a peut-être 40 ans ou 50 ans de parcours derrière lui. Il a écrit plein de bouquins et autres. Et lui, il parle des 5 besoins relationnels. Ce qu'il dit, c'est que le premier besoin que l'on a tous en tant qu'être humain, c'est, alors lui, il appelle ça le besoin de se dire. Donc, en fait, c'est le besoin d'exprimer, quoi, finalement. Le deuxième, c'est le besoin d'être entendu. Mhm. Ah, bête. Ah mais c'est pas parce qu'on s'exprime qu'on est entendu. On est entendu, exactement. Et ça amène sur le troisième point, c'est le besoin d'être reconnu tel que je suis. Et je pourrais dire aussi d'être reconnu dans mon expérience. Quatrième point, c'est le besoin d'être valorisé. Et le cinquième point, c'est le besoin de rêver qu'il y a un demain qui sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est l'histoire de la vision. Et vous voyez, en fait, tout le process derrière, c'est le besoin de dire, de me sentir entendu, écouté, reconnu, valorisé. Et là, du coup, voilà, le collaborateur peut grandir dans sa prestation, voilà, dans ce qu'il fait. Mais c'est important en tant que leader de garder ça en tête et d'offrir ce cadre-là. C'est génial parce que
je sais pas si c'est un cliché, mais quand tu vas voir des grosses boîtes qui vont t'imprimer une vision, on va là, on vous embarque, mais qu'en fait, le manager n'écoute même pas ce que son collaborateur, même pas, voilà, ressent, il n'est pas entendu, etc. En fait, rien à foutre de la vision, quoi. Bah, c'est ça. Ouais. Ah oui. Et, et comme là on a parlé de couple, moi je vais parler peut-être de parentalité. J'ai vu un réel très rapide hier, mais on en a beaucoup discuté avec Lauriane, ma femme. C'était David Laroche qui interviewait je ne sais plus qui. Mais dans le réel, donc réel Instagram, la personne interviewée disait, voilà, ça sert à rien de dire aux enfants ce qu'ils doivent faire, surtout si ça marche pas. Il faut d'abord créer du lien. Donc, quand tu as ton gamin qui revient du foot et qui a laissé ses chaussures dégueulasses dans l'entrée, plutôt que d'aller lui dire allez, je dis Louis, j'en sais rien, va mettre tes chaussures dans le garage, va les laver. D'abord, c'est d'aller le voir et lui poser la question comment s'est passé ton match, créer du lien, et après, de lui proposer de s'occuper de ses chaussures. Alors, peut-être qu'il le fera ou il le fera pas, mais dans tous les cas, s'il n'y a pas ce lien, et finalement, ça revient un peu au travail de Jacques Salomé, vraiment, vraiment résumé. C'est compliqué de pouvoir attendre quelque chose de quelqu'un, quoi. Ouais, et puis souvent en plus comme on est aujourd'hui on est beaucoup en digital, surtout dans notre métier, donc on peut avoir des freelances, mais même des salariés qui travaillent, chez eux et du coup, on n'a pas ce lien qui se crée quand on est, à la machine à café ou, simplement de se faire coucou le matin à travers la vitre, pour se dire bonjour. Des fois, on arrive en réunion et on est là, «Bon alors, voilà les problèmes du moment», et en plus la personne arrive avec toute son émotion de ce qui s'est vécu, ce qui s'est vécu avant, et des fois elle repose pas les choses, et nous on a une pratique, justement chez Squared que je trouve, hyper puissante. C'est que déjà avant chaque réunion, la première chose qu'on commence, c'est les focus positifs qui s'en sont passés dans ta vie pro et dans ta vie perso. Et juste de faire ce petit moment, ok, on se pose tous, on réfléchit à un truc positif, eh bien, déjà, ça nous permet de partager entre nous, de prendre des news et de savoir comment on va et de créer du lien, justement. Et en même temps, ça permet de poser, en fait, notre attention et de se dire, ok, de rentrer dans la réunion de manière, énergique et positive, pour pouvoir être dans une bonne communication par la suite. Et on le fait même avec nos membres aussi, à chaque cerveau collectif, etc. En fait, on fait ça tout le temps. C'est un brossage de dents, tu vois, faire ça à C'est chaque ça. fois. Et je sais que tous nos membres font ça aussi avec leurs clients. Cette habitude a eu un effet comme ça en chaîne, une boule de neige. Si on Bah, peut c'est un petit améliorer truc tout juste. simple qui Ouais. prend 3 minutes, mais qui change tout à une réunion, en fait. Bah, c'est vrai que c'est marrant parce que par défaut, on pourrait avoir l'impression que c'est un peu récurrent et voilà, enfin que d'en perdre la valeur finalement, alors que quand on vit vraiment l'expérience sur la durée, on se rend compte que c'est hyper intéressant de le faire. Mmh. Mais moi, c'est drôle parce que des fois, je vais avoir des réunions où il y a pas ça, enfin, dans d'autres équipes ou quoi, et en fait, ça me manque parce que je vois vraiment la dynamique est complètement différente. Une personne qui arrive plein d'émotions et tout, hyper négative, ben, en fait, c'est hyper dur après de la mettre dans une bonne dynamique, et je vois vraiment la différence, quand on utilise ce petit truc-là qui lui prend 3 minutes, et ben, ça change tout vraiment sur une dynamique de réunion. C'est vrai que ça fait un bail que je n'ai pas fait de réunion où je me dis, je vais pas ressortir avec plus d'énergie. Mais si je me replonge à un certain moment donné, des réunions, je dis ah non, j'ai pas envie d'y aller. Ouais, c'est vrai. Mais ce focus positif, il contribue, je pense, beaucoup parce qu'effectivement, on peut tous avoir une sale journée, on peut tous avoir eu un meeting précédent ou quelque chose qui est une mauvaise nouvelle, j'en sais rien. Bah, ça nous permet de nous aligner sur quelque chose de positif chacun. Ouais. Mmh. Et justement, juste un truc par rapport aux réunions, parce que souvent on peut avoir peur, enfin, de se dire: «Ah, j'ai pas envie de faire des réunionites, comme dans les grosses entreprises avec mes équipes et cetera», de faire tout le temps des réunions, et ça peut manquer parfois, ce qui fait que c'est ça qui va détériorer aussi la relation, avec les équipes. Parce que comme il y a pas de réunion, ben, en fait, il y a pas de comme nous on les appelle les same page, où on se met sur la même page, pour savoir comment on avance et de faire le point de où on en est sur les avancées et cetera. Donc, les réunions, elles sont, enfin, il y a pas besoin d'en faire tous les 4 matins, pour n'importe quoi. Mais par contre, d'avoir quand même un espèce de rituel de same page, avec les différents pôles de l'entreprise, c'est quand même hyper important pour justement pouvoir remettre les équipes aussi, réalignées, et pour pouvoir, toujours être dans le même sens et dans la même vision en fait, de rappeler aussi ce côté-là de où est-ce qu'on va.
Et ça, je trouve que des fois aussi, c'est ce qui manque et c'est ce qui fait que le lien se détériore et que la personne, par exemple le freelance ou la personne qui est toute seule chez elle, elle se sent plus engagée dans le projet en fait. Et c'est ce qui fait qu'elle va commencer à être moins attentive, elle va être moins engagée. Et du coup, on va avoir l'impression que la personne, en fait, elle s'en fout, alors que c'est pas ça. C'est qu'il y a pas ce moment où elle peut se reconnecter au projet de l'équipe. Et le freelance, il y a plusieurs clients, hein, donc aussi son focus, Ouais. voilà, et entre guillemets dilapidé. Euh, et sur ce côté same page, euh, j'ai étudié là récemment le travail de Jean-Michel Cornu, notamment sur l'intelligence collective et sur les communautés. Et il dit quelque chose de très important. Il dit une communauté ne peut pas vivre ou survivre de manière complètement asynchrone. C'est-à-dire le Slack, le machin. Il faut qu'il y ait des moments synchrones, donc des same page, des moments où on est tous ensemble. Et le sujet peut être, c'est pas obligé d'être une réunion, hein, ça peut être juste, ok, on connecte, voilà. Et ce côté synchrone, effectivement, en ligne, parce que nous, on le fait beaucoup en ligne. Et là, on a vraiment ressenti le besoin de le faire aussi en présentiel. C'est pour ça on va tous se voir avec l'équipe. Parce que ce lien, en fait, il est démultiplié quand on peut justement aller au café, quoi, comme, comme tu dis, Mélanie, et vivre des expériences ensemble. Donc, c'est vrai que même si voilà, les challenges d'équipe aussi peuvent être résolus avec cette espèce de rituel, hein, de connecter tous ensemble, commencer une réunion ensemble sur un focus positif. C'est plein de petits trucs qui, mis bout à bout, facilitent bien les choses. Ouais, différence, ouais. Ouais, moi, c'est un peu ça, en fait. S'il y avait un mot de la fin ou qui résume tout ça, c'est prendre soin de la relation. Et à partir de là, tout devient possible. Ouais. Prendre soin de la relation, et j'aime bien que tu partages ça parce que voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de cet épisode. Moi, j'aimerais vous poser deux questions, oui, deux questions à chacun d'entre vous, un peu plus perso sur votre approche de coaching. Thierry, tu parles effectivement de relation à l'autre en prenant soin de la relation. Je pense que la relation, c'est aussi ce qui vous a certainement amené sur ce chemin du coaching. Mais j'aimerais juste, voilà, curiosité, les auditeurs vous écoutent depuis maintenant pas mal d'épisodes. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir coach? Alors je dis coach business, mais vous pouvez me corriger si c'est pas le bon terme. Qu'est-ce que vous appréciez dans ce métier? Et peut-être aussi, bah, voilà, particulièrement chez Squared, est-ce qu'il y a des particularités dans l'écosystème Squared qui fait que vous aimez coacher nos membres? Moi, en fait, ça s'est fait assez naturellement déjà après un parcours dans des grands groupes. Moi, j'étais dans l'informatique et télécom avant et j'étais manager d'équipe. Et en fait, ce que je kiffais le plus dans mon job, c'était de faire ce qu'on appelait les one-to-one. Donc, c'était ritualisé hein, dans les agendas. C'était une fois toutes les 6 semaines que je rencontrais tous les membres de mon équipe. Donc, j'y prenais quand même pas, ça me prenait pas mal de temps. Et c'était un point qui était hyper privilégié en fait de prendre ce moment-là. Et du coup, bah, alors comment dire? Ça a été le C'est ce déclencheur? que je Pardon? Ça a été le déclencheur? Ouais, enfin, ça a contribué clairement à Mm. ça. Après, voilà, il y a des événements dans ma vie perso qui ont fait que c'est aussi, c'est ça, en fait, c'est que j'ai voulu quitter les grands groupes et aller dans plus d'authenticité dans des petites structures, parce que dans les grands groupes, bah, on perd un peu ça quand il y a un peu trop de monde, quoi. Donc voilà, déjà sur cette première question, mais du coup, on peut le faire en interaction, Mélanie, si tu veux, je te laisse sur cette première. Moi, c'est vraiment que j'adore créer du lien justement avec les gens, d'être dans un petit cocon où on est tous les deux et où on s'ouvre l'un à l'autre. Pour moi, c'est la plus grande richesse que j'ai. Enfin, c'est ce qui me met en joie chaque jour et c'est vraiment voilà, ce truc-là qui fait que j'adore connecter avec les gens. Et en fait, le coaching business, c'est arrivé grâce à toi, Romain. Parce que j'ai commencé à être cliente dans ton programme I56 au départ. Et en fait, je me rendais compte que j'adorais aider mes collègues. J'étais tout le temps en train de leur donner des tips, j'étais tout le temps en train de les conseiller, de les challenger et tout. Et en fait, je me rendais compte que je m'éclatais beaucoup plus à aider les autres que de développer mon propre business. Et en fait, ça s'est fait de fil en aiguille. Et au moment où tu as cherché des coachs, j'ai levé la main. J'ai fait, attends, moi. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai développé ce côté coaching business. Puis après, je me suis formée au coaching, etc. Mais c'est grâce à toi que j'ai découvert cette zone de génie que j'avais en moi. Ça s'est fait naturellement. Bien content. On est bien content. Chez Square et tous les membres.
Ouais, ta deuxième question, c'était pourquoi et qu'est-ce qu'on aime particulièrement accompagner dans l'écosystème de Square. En Ouais, fait, moi, voilà, peut-être que vous ne retrouvez pas ailleurs et que vous retrouvez chez nous, ouais. ouais, pour moi, déjà, c'est une histoire de valeurs communes, encore une fois, de bienveillance, d'authenticité. Ça, moi, je le retrouve dans tous les membres qu'on a dans tous les programmes et je trouve ça vraiment top. Et puis, il y a aussi une volonté de bien faire les choses. C'est ça que je sens globalement. C'est-à-dire que je trouve qu'on n'a pas des entrepreneurs qui ont le couteau entre les dents, qui veulent faire du business pour faire du chiffre. C'est pas l'énergie, en fait. C'est vraiment faire des choses bien pour avoir des clients qui sont contents, avoir un business qui est pérenne sur la durée et bien vivre de ça et en étant dans la joie d'être un entrepreneur avec sa liberté et voilà, de progresser ensemble, quoi. Carrément, moi aussi, c'est vraiment en fait je trouve que enfin, je pense qu'il y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui font ça, c'est que tu appliques ce que tu enseignes, en fait. Et tu sais aussi vachement te remettre en question, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui marche pas, tu le dis, tu le fais, tu le corriges et en fait, tout ce qu'on enseigne, enfin, c'est des choses qu'on pratique au quotidien, et ça, pour moi, c'est une des grosses forces, chez Squared et après c'est l'esprit famille. Enfin, tout le monde nous le dit à chaque fois, la première rencontre, tout le monde nous dit: «Bah, j'ai l'impression d'avoir trouvé une nouvelle famille» et en fait, c'est vraiment ça, on est tellement dans la bienveillance et il y a pas de enfin, tu as une capacité, je trouve, à rassembler des personnes avec les mêmes valeurs et à donner aussi cette impulsion de: «OK, on est là pour tous partager, on est tous là dans la bienveillance». Il y a pas de rétention d'informations. Tout le monde, quand on ouvre le capot, on ouvre le capot, quoi. On n'est pas là pour faire semblant de et je trouve que c'est quelque chose, je sais pas comment, mais tu arrives vraiment à générer ce truc-là et du coup, ben, toute l'équipe aujourd'hui, fait ça aussi, de la même façon. Ça fait partie, j'imagine, de nos valeurs, mais je trouve que c'est une vraie capacité que tu as de faire, et c'est vraiment moi ce qui fait que j'adore travailler chez Square. Mmh. Bah, merci, moi je prends et j'espère que ça pourra inspirer certains auditeurs. Cette notion d'ouverture, c'est vrai qu'on a deux, je sais pas comment on dit en français, deux motos, deux phrases un peu choc qu'on aime répéter, c'est la bienveillance au service de la performance. Donc c'est vrai que quand on est en interaction avec Mastermind, on apporte toujours les bons conseils de manière bienveillante, mais toujours en se disant ok, c'est pour la performance. Donc des fois on dit les choses qui peuvent fâcher, ça fâche jamais, mais ça peut piquer, mais c'est pour le bien-être de la personne, et toujours dans une bulle de confidentialité aussi. Parce que ce qu'on a remarqué, et c'est peut-être ça aussi que vous appréciez dans votre coaching, c'est que quand quelqu'un se dit la vérité et dit la vérité aux autres, c'est la première étape pour pouvoir changer, se transformer, grandir. Et vous arrivez très bien à le faire en one-one, parce qu'il y a cette bulle de confidentialité, il y a la confiance qui est installée, et vous arrivez à faire accoucher vos coachés des problématiques qu'ils ont. Ça, en one-one, c'est peut-être, je sais pas si c'est plus facile, mais en groupe, c'est pas forcément évident. Donc c'est vrai que on met beaucoup de cœur, mais sur toute la chaîne, c'est-à-dire du marketing au processus commercial qui ont fait rentrer dans les groupes, jusqu'après, justement travailler avec vous, qui arrivez à mettre nos membres dans des situations où ils peuvent partager la vérité, où du coup ça les fait avancer. C'est vrai que c'est un fil rouge chez Squared. Et peut-être dernière question, parce que on a bien vos approches coaching, mais où est-ce qu'on vous retrouve? Est-ce que vous avez une présence en ligne, un compte Insta, un site web? Parce que moi je vous ai en direct sur le Slack, donc où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, moi, j'ai Insta, Thierry_Redon. J'ai un site web, c'est aucoeurdelumain.fr, tout attaché. Voilà, ce sont les meilleurs endroits pour me retrouver. Et je communique finalement assez peu maintenant. Je l'ai fait à une époque, mais beaucoup moins maintenant. Bouche à oreille. Bouche à oreille, Quand on exactement. fait du bon boulot. Et toi, Mélanie? Moi, c'est pareil, bouche à oreille. On va dire, je suis sur Instagram, mais je ne poste pas. Mais vous pouvez me trouver sur Instagram. Et donc, Mélanie Garcia-coach. Et sur mon site internet, mélanie-garcia.com. C'est là où vous aurez toutes les informations pour voir, voilà, si vous voulez que je vous accompagne. Pour découvrir l'univers. Voilà. Et envoyer un petit message si vous avez envie de creuser. Super. Et merci Mélanie, merci Thierry. On se retrouve pour un prochain épisode. Avec plaisir. Ça marche. À très vite.